Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir, mais avec votre accord, je vais continuer en anglais. It's a real pleasure to... Je suis ravi d'être avec vous ce soir, puisque j'ai, il y a de très très nombreuses années, passé des années au bord de ce lac alors que j'étais étudiant, et j'ai gardé de merveilleux souvenirs de la Suisse et du lac Léman. Et cette école que je fréquentais accueillait des élèves venus du monde entier, et c'est peut-être pour de là qu'est née ma passion, qui est de savoir comment pouvons-nous vivre ensemble, comment pouvons-nous nous entendre, comment régler nos différends de manière constructive. Et lorsque j'ai commencé à étudier l'anthropologie, donc l'être humain, je me dis que si un anthropologue dans un millier d'années qui regarderait notre époque dirait peut-être que c'est l'ère de la réunion de la famille humaine. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis des dizaines de milliers d'années, toutes les tribus, tous les groupes linguistiques de la planète sont en contact les uns avec les autres grâce à la révolution technologique. Et comme toutes les réunions familiales, évidemment, ça ne se passe pas sans conflits, sans injustices, ressentiments, difficultés diverses. Et la question est de savoir comment gérer tout cela, comment s'entendre, comment négocier, comment pouvons-nous traiter ces négociations qui permettent d'arriver à un accord qui satisfasse toutes les parties. Ça n'est pas évident. Ces 30 dernières années, j'ai eu la chance de vivre une révolution tranquille un peu partout dans le monde, une révolution qui est une révolution du savoir, une révolution silencieuse, et qui fait que nous, en tant qu'individus, sociétés, personnes, entreprises, avons changé la manière d'arriver à une décision. Autrefois, c'était au sommet de la pyramide que les décisions étaient prises. Tout le monde s'y rangeait. Maintenant, grâce à la révolution du savoir, ces pyramides s'aplanissent de plus en plus et se transforment en réseaux horizontaux où chacun veut pouvoir dire son mot, exprimer son opinion. C'est un peu tout le monde entier commence à ressembler à une commune suisse où tout le monde peut exprimer son point de vue, voter, qu'il s'agisse d'affaires concernant l'école ou le cadastre. Et comment donc arriver à se mettre tous d'accord ensemble. Donc d'un système vertical, nous sommes partis à un système horizontal et c'est ce que j'appelle la révolution de la négociation. Imaginons un instant ici, dans cette salle. Comment définir la négociation de manière aussi simple que possible? C'est en fait une communication, un aller-retour. On essaie de s'entendre avec la partie d'en face. On a des points communs, des intérêts communs et des intérêts contraires. Et si vous pensez à toutes les négociations que vous faites dans le courant d'une journée, d'abord, demandez-vous avec qui négociez-vous? Avec qui avez-vous ce type de communication, d'échange?
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Bon, avec votre conjoint, avec votre épouse. Voilà, les négociations les plus difficiles commencent à la maison. Avec le patron ou le chef, avec votre fille ou vos enfants. Avec moi-même, oui, effectivement, nous sommes souvent nos plus difficiles adversaires. Donc, vous négociez avec des clients, avec des collègues, des collaborateurs, les autorités, le gouvernement. Enfin, si vous y pensez bien, je vais vous poser cette question. Si vous deviez estimer combien de temps vous consacrez à ces communications afin de négociations avec vos partenaires, vos conjoints, vos enfants, vos collègues, vos patrons, vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, etc. Combien de temps pensez-vous, quel pourcentage de votre temps pensez-vous que vous y consacrez à ce temps que vous passez à communiquer pour arriver à un accord? Alors, j'ai entendu 30, 50, 80, 99%. Alors, si vous voulez bien lever la main, si vous dites au moins 20%, au moins 20% du montant, plus de 50%. Donc, vous voyez qu'on ne pense pas toujours qu'il s'agit bien de négociations, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est comme Monsieur Jourdain dans le personnage de Molière, qui a appris avec sa grande stupéfaction qu'il avait fait de la prose toute sa vie. Eh bien, nous aussi, nous négocions tout le temps, même sans le savoir, à l'université, à la maison, au travail. Nous négocions depuis le matin jusqu'au soir. Une dernière question. Sur les 10 dernières années, vous avez mûri, vous avez acquis une certaine autorité dans votre travail. Est-ce que vous avez l'impression de négocier davantage qu'il y a 10 ans, à peu près égal ou moins? Qui pense négocier davantage? Donc, voilà, ça montre la révolution de la négociation. Et ce même phénomène se retrouve partout dans le monde. Nous sommes tous des pionniers. Nous apprenons à voir comment nous pouvons négocier, prendre collectivement nos décisions. Et ça n'est pas facile. J'aimerais vous faire part de 6 grands principes de négociation, 6 grands principes qui peuvent vous permettre d'améliorer votre technique de négociation. Mais tout d'abord, je crois que vous profiterez davantage de l'heure qui va suivre si vous pensez à une négociation particulièrement difficile pour vous actuellement, que ce soit à la maison, au travail ou en classe. Pensez à une négociation en particulier qui vous concerne, qui vous occupe actuellement. Donc, qui sont les parties concernées? Quel est le problème? Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que les autres veulent de cette négociation? Si vous pouvez avoir cela à l'esprit, je pense que vous profiterez davantage de ce voyage que nous allons faire ensemble, parce que vous allez essayer de l'appliquer à votre situation. Vous aurez peut-être les idées plus claires à la fin de la soirée, ou peut-être que vous vous demanderez, mais comment est-ce que ça s'applique à moi? Bien, c'est de cela justement que nous allons parler. L'interprète, malheureusement, n'entend pas les interventions dans la salle. Alors, il y a deux types de négociations à l'interne, à l'intérieur de la famille, de l'organisation, et il y a les négociations avec l'extérieur, avec les clients, avec les fournisseurs, avec d'autres organisations. Alors, combien parmi vous avez pensé à une négociation avec l'extérieur?
Et combien ont pensé à une négociation à l'intérieur, dans un cercle intérieur? Et si vous deviez faire une généralisation, laquelle vous paraît la plus difficile? Est-ce qu'il est plus difficile de négocier avec l'extérieur ou à l'intérieur? Qui pense que c'est plus difficile avec l'extérieur et l'intérieur? Alors, je crois que c'est clair. À peu près 90% pensent que les négociations sont plus difficiles dans le cercle intérieur. C'est intéressant parce que quand on pense négociation, on pense souvent à un facteur externe, qu'il s'agisse de négociations entre pays ou entre patrons et employés. Or, ce sont les négociations internes qui sont souvent les plus difficiles, entre personnes qui appartiennent à la même famille, à la même organisation et qui ont peut-être la même mission. Ce sont ces négociations-là qui souvent s'avèrent les plus difficiles. Alors, maintenant que vous avez bien en tête votre situation particulière, voyons quelles sont les difficultés. Comment abordez-vous cette négociation? Il y a différentes façons possibles de l'aborder, différentes méthodes. Et vous pouvez d'abord voir quelle importance accordez-vous à vos intérêts et quelle est l'importance que vous accordez aux intérêts de l'autre, collègues, collaborateurs, conjoints ou autres. Donc, on peut être préoccupé strictement et seulement par son propre intérêt, sans s'occuper des autres, et on a la méthode conflictuelle. Ou alors, à l'inverse, on se dit qu'il vaut mieux apaiser la partie adverse et avoir une méthode, une approche plus conciliante. C'est souvent le cas dans les négociations internes parce que les gens veulent éviter les conflits, les conséquences d'un conflit, et donc on a tendance à éviter certains sujets, et c'est la tactique de l'évitement. On n'accorde pas trop de place à ses propres intérêts et finalement pas à ceux de l'autre non plus. Est-ce que vous constatez cette approche-là très souvent dans votre organisation, votre famille ou même en politique? C'est un phénomène assez fréquent. Donc, comment faire les deux à la fois? Comment à la fois défendre ses intérêts, veiller à obtenir satisfaction tout en montrant un intérêt marqué pour la partie adverse, pour que la solution soit réciproquement satisfaisante. Vous imaginez bien que ça n'est pas facile, et c'est pour cela que nous allons voir un certain nombre de stratégies, 6 plus précisément, que l'on peut utiliser pour se donner une meilleure chance d'arriver à une solution satisfaisante, sans garantie, mais en augmentant ses chances. Alors, le premier thème, c'est le thème qui se centre sur les intérêts. Quels sont les intérêts qui sous-tendent la position, les exigences, les revendications présentées? Donc, comment savoir ce que l'autre partie veut vraiment? Quels sont ses besoins, ses souhaits, ses craintes, ses préoccupations, son objectif ultime? Et il y a une histoire d'une dame qui a vécu à Boston il y a plus de 100 ans, Mary Parker Falk. Et elle était dans une bibliothèque. Un jour, elle a vu 2 étudiants se disputer parce que l'un voulait ouvrir la fenêtre et l'autre voulait une fenêtre fermée. Alors, à tour de rôle, ils ouvrent, ils ferment la fenêtre, dérangent tout le monde dans la bibliothèque. Et finalement, la bibliothécaire vient et elle dit « Mais pourquoi est-ce que vous voulez ouvrir la fenêtre ?»« Parce que je veux respirer de l'air frais. » Et elle demande à l'autre «
pourquoi est-ce que vous voulez fermer la fenêtre? Ni parce que le courant d'air dérange mes papiers. Et alors, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que l'un ait de l'air frais et l'autre n'ait pas de courant d'air? Alors, ils réfléchissent et l'un des deux étudiants sort, va dans l'autre salle, la salle contiguë, il ouvre la fenêtre et ça donne de l'air frais sans courant d'air. Donc, pour commencer, on a deux positions diamétralement opposées, la fenêtre ouverte, la fenêtre fermée. La bibliothécaire, en demandant pourquoi, leur fait oublier leur position pour se concentrer sur leurs intérêts. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent réfléchir de manière créative, novatrice, pour trouver une solution qui réponde aux intérêts de l'un et de l'autre. De l'air sans courant d'air. Donc, souvent, on recherche un compromis. Mais dans ce cas, une fenêtre entrouverte n'aurait satisfait personne parce que ça n'aurait pas donné suffisamment d'air frais, mais trop de courant d'air quand même. Donc, dans une négociation, il faut toujours essayer d'aller voir derrière la position exprimée quel est l'intérêt réel sous-jacent pour trouver la solution de la fenêtre ouverte dans une autre pièce. Un autre exemple tiré d'une expérience réelle. Il y a quelques années, on m'a demandé d'intervenir dans un conflit entre un chef d'entreprise au Brésil et un autre en France qui se battaient pour qui se battaient tous deux pour avoir le contrôle du plus grand supermarché brésilien. Et donc, j'ai rencontré d'abord le chef de l'entreprise au Brésil et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors, comme tout bon chef d'entreprise, il sait exactement ce qu'il veut. Il me dit, bon, je veux des actions pour 1 milliard, je ne sais plus. Je veux qu'on élimine la clause de non-concurrence. Je veux un siège d'entreprise. Enfin, il avait toute une liste. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça, c'est votre position. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il avait 76 ans, tout dans sa vie, une famille, des enfants, des petits-enfants, il ne lui manquait rien. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Qu'il a réfléchi un moment et au bout du compte, il m'a dit, ce que je veux, c'est ma liberté. Ce conflit durait depuis 2 ans et demi. Des douzaines d'avocats, de juristes, de banquiers s'en étaient mêlés. Il y avait toutes sortes de procès devant les tribunaux. 150 000 employés étaient concernés, étaient touchés dans cette affaire. Et il a dit, mais ce que je veux, c'est ma liberté. Et à partir de là, j'ai pensé, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc je suis allé rencontrer le représentant de la partie adverse à Paris. Il m'a demandé ce que j'étais venu faire. Et je lui ai dit, ben, je suis là parce que la vie est trop courte. La vie est trop courte pour la passer à ce type de conflit. L'affaire avait fait grand bruit, c'était dans tous les journaux, cela avait tendu les relations entre la France et le Brésil, et cela devait se poursuivre pendant encore 8 ans, puisqu'il serait à la présidence du Conseil pendant 8 ans encore. Et alors il me dit, bon, alors qu'est-ce que vous proposez? Et j'ai proposé qu'on examine quels étaient les intérêts en jeu. 2 intérêts, 2 principes. Donc, d'abord, la liberté, que chacun d'eux puisse continuer à vivre sa vie professionnelle, familiale, se libérer de ce conflit qui les emprisonnait,
Et le deuxième principe, c'est que chacun en sorte en ayant préservé sa dignité, parce qu'aucun ne voulait donner l'impression d'avoir cédé. Alors, il m'invite à retourner le voir le lendemain, et en 1 heure, sur une simple feuille de papier, nous avons noté quelques principes. Alors, il y avait eu des arbitrages, des négociations depuis des mois. Nous avons essayé de ramener cela à l'essentiel, c'est-à-dire à leurs intérêts principaux. Ça, c'était le mardi. Le jeudi, ils étaient à Sao Paulo en train de se serrer la main, de signer un accord de 70 pages avec un communiqué de presse conjoint, se présentant leurs meilleurs vœux l'un à l'autre, et ils se sont sentis libérés. Et lorsque j'ai ensuite parlé à mon client, je lui ai demandé quel était son sentiment, et il m'a dit « J'ai obtenu tout ce que je voulais, mais surtout, j'ai récupéré ma liberté. » Et l'autre partie était très satisfaite aussi. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais cela montre combien il est important d'aller au-delà des positions exprimées pour aller voir quels sont les intérêts réels. Sur quels éléments peut-on reposer pour effectuer ce que je viens de dire? Il y a en fait 6 stratégies, 6 éléments que l'on peut utiliser pour essayer de changer la donne et passer d'un système contradictoire à un système conciliant. Premièrement, cela revient à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de négocier avec soi-même. Le plus grand obstacle, ce que j'ai appris au fil des ans, puisque j'ai été amenée à travailler dans différentes situations difficiles en matière de travail, dans des guerres civiles et autres, j'ai été amenée à rencontrer toutes sortes de personnes difficiles. Et je me suis rendu compte que le principal obstacle qui nous empêche d'obtenir ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas la partie adverse de l'autre côté de la table de négociation, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire celui qui est du même côté de la table. C'est la personne que nous voyons tous les matins devant le miroir, c'est-à-dire nous-mêmes. Et c'est une tendance tout à fait humaine qui consiste à réagir sans réfléchir. Comme on le dit souvent, lorsque l'on est en colère, on fera le meilleur discours que l'on regrettera toute sa vie. Et je dois dire que cela arrive bien plus souvent que l'on pourrait imaginer. Vous êtes à votre bureau, vous recevez un courriel d'un collègue, vous vous rendez compte que l'on ne vous a pas posé de questions pour prendre une décision. Vous êtes en colère, alors il est très facile de répondre et puis d'appuyer sur répondre, et pas simplement répondre, mais répondre à tous. Et c'est ainsi que le conflit surgit. Mais il y a un petit bouton sur cet écran que nous utilisons rarement. Cela s'appelle « Enregistrer dans brouillon ». Et ça, c'est ce que j'appelle le bouton « balcon ». C'est-à-dire que l'autre solution, imaginez que vous êtes en train de négocier ici, sur une scène. Et en fait, une partie de votre esprit peut aller s'installer sur un balcon, c'est-à-dire un endroit en hauteur, un endroit où vous pouvez vous maîtriser, un endroit d'où vous avez une bonne vue, un endroit qui vous permet de ne pas perdre de vue l'objectif. C'est ce que j'appelle le balcon. Alors, je reviens à l'exemple du courriel. Vous allez sur votre balcon. Alors ici, il vous suffirait peut-être d'aller faire une petite promenade dans le parc des Bastions ou d'aller peut-être faire du jogging, d'aller prendre un café, parler à un ami. Enfin, quelle que soit la solution que vous utiliserez, c'est ce que j'appellerais aller sur le balcon. Par exemple, écouter un peu de musique aussi. Et ensuite, vous revenez et vous vous posez la question, comment puis-je faire progresser mon propre intérêt dans cette situation? Et là, vous allez prendre le téléphone, appeler votre collègue, le rencontrer, essayer de résoudre la difficulté face à face. Voilà ce que j'appelle aller sur le balcon.
Je vais vous donner un exemple de ma propre expérience. Il y a quelques années, j'ai dû résoudre un conflit au Venezuela. Le Venezuela, comme vous le savez, traverse une période difficile. Il y a 10 ou 15 ans, c'était la même chose. Il y avait des milliers de personnes dans la rue à Caracas qui demandaient à renverser le président Hugo Chavez. Il y avait des millions de personnes qui soutenaient Hugo Chavez. Il y avait de la tension, de la violence politique. Les observateurs internationaux craignaient que cela ne donne lieu à des troubles civils, même une guerre civile. L'ONU m'a demandé de me rendre au Venezuela et de m'adresser aux deux parties. Je m'y suis rendue à plusieurs reprises. J'ai rencontré à plusieurs reprises le président Hugo Chavez. Lors de l'une de ces réunions, puisqu'en général, il préférait que nous nous rencontrions le soir, donc c'était à 9 h du soir. J'étais là avec mon ami Francisco. Nous avons attendu 9 h, 9 h 30, 10 h, 10 h 30, 11 h, minuit. Et enfin, nous sommes entrés dans le bureau du président et nous pensions qu'il serait seul, mais en fait, il avait tout son cabinet avec lui. Il nous a montré une chaise, il a dit « Prenez place et dites-moi, que pensez-vous de ce qui est en train de se passer ici au Venezuela ?» Moi, j'ai dit « Monsieur le Président, j'ai rencontré certains de vos ministres, j'ai rencontré le leader de l'opposition et je constate qu'il y a certains progrès. » Alors apparemment, ce n'était pas le bon mot à utiliser. Dès qu'il a entendu le mot « progrès », il s'est fâché. Il a dit « Mais qu'entendez-vous par progrès? Est-ce que vous êtes naïf? Est-ce que vous ne voyez pas toutes les astuces de la partie adverse ?» Il s'est mis en colère, il s'est rapproché de mon visage et il s'est mis à hurler pendant environ 30 minutes. Moi, je me suis dit, bon, tout ce que j'ai fait au Venezuela n'a servi à rien. Je vais être très embarrassée devant tous les ministres. Je me disais, mais que pourrais-je bien dire? Et puis tout à coup, je me suis souvenu que l'un de mes amis avait dit une fois, « William, si tu te trouves dans une situation délicate, souviens-toi, il te suffit de te pincer la paume de la main. » Et je lui dis, mais pourquoi? Et puis il m'a répondu, parce que ça te fera mal pendant quelques instants et cela te permettra de rester en éveil. En d'autres termes, c'était une façon de se rendre sur le balcon. Alors, je me suis pincé la main et là, je me suis posé la question essentielle à se poser sur le balcon. Quel est ton véritable intérêt? Quel est ton objectif? Et pour moi, c'était très clair. J'essayais simplement d'amener la paix et de calmer le jeu. Et c'est ainsi que l'on peut faire progresser les choses. Si je me trouve dans une situation délicate avec le président du Venezuela, cela peut marcher. Alors, je suis allée sur le balcon et je l'ai écouté. C'est un homme qui avait l'habitude de faire des discours de 8 heures. Alors, si nous nous étions fâchés, cela aurait pu durer toute la nuit. Mais je l'ai écouté pendant 30 minutes. Je n'ai fait que d'opiner. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il se relâchait, qu'il baissait les épaules. Et tout à coup, sur un ton calme, il m'a dit « Bon, que devrais-je faire ?» Et ça, c'était le petit bruit de l'ouverture d'esprit de quelqu'un. Si l'on essaye de raisonner avec quelqu'un qui ne se sent pas raisonnable, eh bien, cela revient à se taper la tête contre les murs. Mais là, j'ai senti une ouverture et j'ai dit, Monsieur le Président, le pays, le Venezuela, doit aller sur le balcon, tout le pays. Nous sommes pratiquement arrivés à Noël. L'année dernière, toutes les festivités ont été annulées. Alors, pourquoi ne pas déclarer une trêve afin que chacun ait le temps de réfléchir en famille et puis après, nous reprendrons la conversation. Il m'a dit, c'est une excellente idée. C'est ce que je vais proposer dans mon prochain discours. Donc, il avait complètement changé d'état d'esprit. Et il m'a même dit, pendant les fêtes de Noël, je vais voyager dans tout le pays. Venez avec moi. Et puis après, il y a réfléchi. Il a dit, non, vous êtes un médiateur, vous êtes censé être neutre, il vaudrait mieux éviter que l'on vous voie en ma compagnie. Alors moi j'ai dit pas de problème, je vais vous donner un déguisement. Alors ce que j'ai appris de cet épisode, c'est que notre principal avantage, c'est peut-être notre capacité de ne pas réagir, d'aller sur le balcon et de continuer à nous concentrer sur nos intérêts.
Et avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est peut-être notre meilleure stratégie. Depuis le balcon, donc, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, il faut savoir quels sont nos intérêts, mais il faut également savoir comment mettre en œuvre cet intérêt, comment parvenir à ces intérêts. Dans les négociations, nous avons tendance à nous concentrer sur l'accord. C'est ce que nous essayons de cibler. Mais pour pouvoir négocier, il ne faut pas simplement se concentrer sur l'accord auquel on peut parvenir, mais avant cela, il faut se concentrer sur le BATNA, c'est-à-dire la meilleure alternative à l'accord négocié. C'est-à-dire ce que l'on peut faire pour pouvoir satisfaire à ses propres intérêts si tout à coup nous ne devions pas parvenir à un accord avec la partie adverse. Si l'on n'arrive pas à parvenir à un accord avec un client, eh bien il y aura toujours un autre client, ou avec un fournisseur, on peut toujours avoir un autre fournisseur. Alors comment satisfaire son propre intérêt? Certains d'entre vous sont des étudiants, vous êtes peut-être en quête d'emploi. Alors imaginons que vous soyez en quête d'emploi et que vous n'ayez qu'une seule opportunité d'emploi et que vous allez parler de salaire. Alors, si vous n'avez qu'un seul choix, eh bien, vous serez disposé à tout accepter. Mais imaginons que vous preniez peut-être une semaine pour réfléchir à votre BATNA, c'est-à-dire que pourrais-je faire si je n'obtiens pas cet emploi? Quelle serait l'autre solution? Peut-être pourrais-je retourner à l'école ou avoir une meilleure opportunité d'emploi? Il faut qu'il y ait une alternative. Si vous réfléchissez à l'autre option, eh bien, vous allez pouvoir négocier avec davantage de confiance. Et cette confiance se traduira en pouvoir, cela vous permettra de pouvoir obtenir votre intérêt. Si vous savez que vous avez une autre solution, vous calmerez le jeu puisque vous ne dépendrez pas d'une seule solution. Vous vous intéresserez aux résultats, certes, mais pas trop. Donc avoir une autre solution, c'est la chose essentielle dans la négociation. Et puis, je me souviens d'un épisode de l'histoire suisse. Il y a plusieurs centaines d'années, au XVe siècle, avant même que l'université de Genève ne soit créée, c'était une époque où les cantons suisses se disputaient et que l'on craignait que cela ne donne lieu à une guerre civile. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et la seule possibilité semblait être la guerre. Il s'agissait de l'arrivée de Fribourg et de Soleure dans la Confédération. Et par désespoir, quelqu'un s'est dit « Ah, je vais peut-être consulter un moine ». Il y avait un moine, vous le connaissez peut-être, Saint Nicolas de Flux. C'était un paysan, c'était un soldat. Il était conseiller auprès des dirigeants politiques et il vivait dans une caverne. Quelqu'un est allé le consulter. Et bien malin qui pourrait savoir ce qu'il a répondu, quel était son conseil, mais lorsque le messager est revenu avec la solution, les cantons ont pu éviter la guerre civile et consolider la Confédération. C'était le BATNA. Donc si l'on ne parvient pas à un accord, parfois une tierce partie, un médiateur, un arbitre pourra vous aider à résoudre le différend. Encore une chose à laquelle il faut penser. Puis cette anecdote sert à rendre hommage à celui que l'on appelle parfois frère Klaus, Saint Nicolas. Et dans ce cas-là, c'était lui le BATNA, c'est-à-dire la meilleure alternative pour les cantons. Ce qui m'amène à la troisième question, celle de la relation. Les négociations tournent souvent autour d'êtres humains. Nous ne négocions que rarement avec les ordinateurs, mais nous négocions avec des êtres humains qui ont différents points de vue, différentes façons de ressentir les choses. Alors, souvent, dans la vie réelle, nous essayons de résoudre le problème, mais ce sont les personnes qui constituent les obstacles.
Prenons l'exemple d'un mari et d'une femme. Le mari rentre à la maison après une rude journée de labeur et il pense trouver le problème lorsqu'il dit « Chérie, il y a beaucoup de désordre dans la maison ». Alors, elle peut entendre cela comme une agression et elle va lui répondre « Mais tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire, emmener les enfants à l'école ce matin. » Alors le problème ne va pas être résolu, il y aura toujours du désordre et puis le dîner sera raté. Alors souvent, on essaye de résoudre les problèmes, mais ce sont les personnes qui sont les obstacles. Le secret de la négociation, c'est de faire la distinction entre, d'une part, le fond du problème, c'est-à-dire le problème lui-même, et d'autre part, les personnes, faire la distinction entre les personnes et le problème. Et donc, nous pouvons peut-être avoir affaire aux personnes en faisant les choses tout en douceur, tout en étant très rude lorsqu'il s'agit de résoudre le problème. Et la meilleure façon de pouvoir négocier avec les personnes en douceur, c'est d'être à l'écoute. En d'autres termes, on pense que la négociation consiste à parler, mais en fait, cela consiste plutôt à écouter. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans une situation délicate et que vous avez de la peine à vous en sortir. Donc, venez me rejoindre simplement pour illustrer mon propos. Je vais vous demander de tenir mon doigt aussi fermement que possible. Ça, c'est une situation inextricable. Mais regardez, j'ai retiré facilement mon doigt. Comment? Eh bien, je suis allé un peu dans sa direction, j'ai fait un pas dans sa direction et c'est comme ça que j'ai réussi à retirer mon doigt. J'ai utilisé l'une des astuces de la négociation, c'est-à-dire la surprise. Ça, c'est la clé de la négociation. En fait, il faut faire exactement l'opposé de ce à quoi s'attend l'autre partie. Et la dernière chose à laquelle peut s'attendre la partie adverse, c'est que vous les écoutiez, c'est que vous vous mettiez à leur place. Alors, je me suis mis à leur place, dans leurs chaussures. Alors, qu'est-ce que la négociation? Eh bien, la négociation, c'est un exercice d'influence. On essaye de changer l'état d'esprit de l'autre partie. Comment faire en sorte que l'autre partie change d'avis si on ne sait pas quel est son avis? Et pour moi, c'est pour cela que l'essentiel, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre partie. C'est la capacité d'empathie, même s'il s'agit d'un ennemi, et en particulier même s'il s'agit d'un ennemi. Il faut les comprendre pour pouvoir négocier avec eux. Prenons l'exemple de Mandela, l'un des meilleurs négociateurs du siècle dernier. Qu'a-t-il fait lorsqu'il a été en prison? La première chose qu'il a faite, c'est d'apprendre la langue de l'ennemi. Il a appris l'afrikaans, il a étudié leur histoire, il a étudié leur histoire de souffrance, ce qu'il a très bien préparé lorsqu'il a été amené à négocier avec eux et qu'il s'est agi de les persuader d'accepter la démocratie et une élection qui l'a amené à la présidence de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est essentiel. Et l'essentiel, c'est d'écouter. On pense que négocier, c'est parler, mais en fait, c'est plutôt écouter. Si vous observez le comportement des négociateurs, vous verrez qu'ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Et puis écouter, cela ne veut pas simplement dire écouter les mots de façon superficielle, c'est plutôt écouter ce qu'il y a derrière les mots. Pas écouter simplement ce qui se dit, mais également ce qui ne se dit pas. Savoir ce qui a amené la personne à dire ces choses-là. Par exemple, à l'école, on enseigne tout, mais on n'enseigne pas à écouter. À l'université, il n'y a pas de cours d'écoute. Pourtant, il s'agit de la compétence essentielle dans la vie, c'est-à-dire apprendre à écouter les autres, apprendre à être à l'écoute. Comment pouvons-nous tomber d'accord si nous ne nous écoutons pas? Il y a de nombreux programmes télé, radio où on parle beaucoup, mais il n'y a jamais de programme d'écoute où on écoute les uns et les autres. Or, il s'agit d'une capacité humaine qu'il faut cultiver. Et puis le genre d'écoute, en général, c'est d'écouter de façon superficielle et de dire « je ne suis pas d'accord avec cela ».
mais en partant du principe de notre propre état d'esprit, c'est-à-dire depuis l'endroit où nous sommes. Mais en fait, il faut plutôt penser à la place de l'autre, savoir comment l'autre pense. Et ça, c'est un véritable art qu'il convient de développer pour la négociation. Lorsque l'on parle de négociation, souvent on désigne un porte-parole, quelqu'un qui parlera au nom de l'équipe. Mais il vaudrait mieux désigner quelqu'un qui écoute. C'est un emploi à plein temps, en quelque sorte. Dans les négociations, lorsqu'il s'agit d'otages, par exemple, dans les grandes villes aux États-Unis, par exemple, lorsqu'il y a une attaque à main armée, on prend des otages. À l'époque, on essayait de résoudre cela à la John Wayne, c'est-à-dire qu'il y avait la police qui arrivait et qui prenait un haut-parleur et qui disait « Vous avez 3 minutes pour sortir les mains en l'air ». Et lorsque cela n'était pas possible, on jetait des gaz lacrymogènes, on tirait à coups de fusil, etc. Mais au fil des ans, on a appris, c'est-à-dire que l'on a appris à écouter. Maintenant, l'équipe SWAT arrive, c'est-à-dire le BATNA, et l'équipe qui arrive, c'est une équipe de 10 ou 15 personnes qui est là pour écouter le preneur d'otages. Il y a une personne au téléphone, mais les autres sont sur le balcon pour essayer de persuader le preneur d'otages. On essaie de contacter sa femme ou quelqu'un qu'il connaît, et cela peut prendre 10 heures, 15 heures. Mais dans 99% des cas, devinez ce qui se produit. Eh bien, le preneur d'otages libère les otages. C'est cela le pouvoir de l'écoute. C'est un pouvoir énorme. En fait, entendre, c'est la meilleure concession que vous puissiez faire en tant que négociateur. Cela ne vous coûte rien, mais cela vous permet de transmettre du respect. Et le mot sous-jacent ici, c'est le respect. Comment montrer du respect? Imaginez cela pendant quelques instants. Vous avez souvent vu des dessins comme celui-ci. Que voyez-vous dans ce dessin? Combien d'entre vous voient une jeune femme? Est-ce que vous voyez un homme? Qui voit un homme? Un vieil homme? Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Est-ce que quelqu'un voit une vieille femme? Quelques-uns parmi vous. Ce dessin, c'est comme la réalité dans laquelle nous négocions. Il y a une seule réalité, mais il y a plusieurs façons de voir la réalité. Toutes ces façons-là sont bonnes. Vous avez tous raison. Et si vous avez une jeune femme, voilà son profil, ça c'est son nez, sa bouche, ou plutôt son menton. Donc la jeune femme, ses sourcils, ses cils, son menton et son oreille. Certains d'entre vous ont vu un homme. Ça, c'est son chapeau. Ça, c'est son nez. Et ça, c'est sa moustache. D'autres encore ont vu une vieille femme. Ça, c'est son nez. Ça, c'est son œil. Ça, c'est sa bouche. Et ça, c'est son menton. Vous voyez? Donc, l'astuce dans la négociation, c'est de ne pas renoncer à votre point de vue, mais d'essayer de vous mettre à la place de l'autre et d'essayer de voir le point de vue de l'autre. Et parfois, il y a 3, 4 ou 5 points de vue différents. C'est donc cette capacité dont nous avons besoin lorsque nous écoutons. C'est d'être en mesure de changer de point de vue sans pour autant renoncer à notre propre point de vue. C'est ce qui nous permet d'avoir plus de chances de pouvoir résoudre même des conflits difficiles. Donc, une fois que tout cela est fait, une fois que l'on s'est rendu sur le balcon, quels sont vos intérêts? Quel est le BATNA? Donc, se mettre à la place de l'autre, écouter l'autre. Et maintenant que vous êtes prêts à changer la donne, c'est-à-dire changer la donne de base de la négociation, c'est-à-dire passer d'un système contradictoire à un système conciliant, c'est
Imaginons qu'il y a par exemple un projecteur, comme il y en a un sur moi maintenant. Donc, dans la négociation, le projecteur peut être ici sur la négociation, ou alors on peut le braquer ici sur les intérêts. C'est-à-dire quelles sont les différentes possibilités, quelle est la fenêtre ouverte dans la pièce adjacente. Et la question est de savoir comment déplacer le projecteur d'ici à là. Et la façon de le faire, c'est d'utiliser l'autre astuce de négociation, c'est-à-dire la faculté de recadrer, déplacer le projecteur, c'est-à-dire déplacer le centre d'attention, passer de la position aux intérêts, aux options créatives, aux critères d'équité. Et la façon de le faire, c'est en posant les bonnes questions. Donc la négociation, ce n'est pas simplement parler, c'est également écouter et de savoir quelles sont les questions qui permettront de résoudre les problèmes, qui permettront de déplacer le centre d'attention. Lorsque le libraire a demandé au bibliothécaire a demandé aux étudiants pourquoi est-ce que tu veux la fenêtre ouverte, et l'une a répondu avoir de l'air frais, elle a déplacé le centre d'attention. Lorsque j'ai demandé à mon client brésilien, à mon ami brésilien, ce qu'il voulait vraiment, il est passé d'un certain montant en argent à la liberté. Et c'est ce que nous pouvons faire en tout temps, en posant la bonne question. Au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé avec le président Santos en Colombie, avec le gouvernement colombien, pour savoir comment mettre un terme à une guerre civile qui dure depuis 15 ans en Colombie, qui a fait 200 000 morts, 6 millions de réfugiés. Et la question est de savoir comment mettre un terme à cette guerre qui dure depuis si longtemps. Et il y avait beaucoup de méfiance entre les partis. L'une des principales difficultés, c'était de trouver le moyen confidentiel de pouvoir exfiltrer un commandant de la guérilla depuis la jungle colombienne jusqu'à un endroit où le gouvernement pourrait lui parler pour que l'on puisse envisager la négociation. Il fallait faire cela de façon tout à fait confidentielle, top secret. Le responsable du gouvernement a loué un hélicoptère. Mais bien entendu, le commandant des guérilleros n'allait pas dire au gouvernement où ils étaient, puisqu'ils avaient peur d'une attaque du gouvernement. Alors la Croix-Rouge, et c'est là que la Suisse joue un rôle important également, donc un représentant de la Croix-Rouge est monté dans l'hélicoptère, a transmis les coordonnées au pilote, et le pilote s'est rendu au milieu de la jungle, il a atterri. Au bout d'un moment, des centaines de guérilleros sont arrivés, chacun pointant son AK-47 sur l'hélicoptère. Mon ami Jaime était dans l'hélicoptère, alors mettez-lui à sa place. Disons que le monde avait l'air un peu hostile à ce moment-là. Il a eu la présence d'esprit d'aller sur le balcon et de dire, et maintenant, comment puis-je changer la donne? Comment puis-je recadrer les choses? Puisque nous en avons tous la possibilité. Donc, il ne sert à rien de rester dans l'hélicoptère puisqu'une balle peut le traverser. Il a donc décidé d'ouvrir la porte de l'hélicoptère, d'aller vers le commandant et de dire « Señor Comandante, maintenant, je vous mets sous la protection personnelle du président. » Et ça, c'est recadré. Et c'est avoir 500 AK-47 pointés sur soi et de dire « je place cette personne sous la protection du président ». Mais cela a fonctionné parce qu'il a changé la donne, il a changé l'hypothèse de base. On est passé d'être ennemis à être des partenaires potentiels pour parvenir à un accord. Le commandant est monté dans l'hélicoptère, ils sont allés à Cuba. Et puis, au bout de 4 ans et demi de négociations, j'espère, et je touche du bois, que d'ici 2 ou 3 mois, l'on pourra parvenir à un accord, ce qui mettra un terme à cette guerre civile. Et tout cela a commencé par le fait d'aller sur le balcon, de se mettre à la place de l'autre pour changer la donne. Et cela nous amène donc au 5e pouvoir dans les négociations. En négociation, il y a 2 mots magiques, oui et non. Pythagore a dit un jour
que le mot le plus simple, le plus fondamental, les mots les plus fondamentaux de la langue sont oui et non. Et donc, ils sont aussi les plus difficiles. Et dans une négociation, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un oui, mais d'obtenir le oui que l'on recherche. Et pour cela, il faut aussi savoir dire non et savoir comment dire non. Nous avons parfois du mal à dire non à notre conjoint, à nos enfants, à notre patron. Qui a du mal à dire non parfois? Qui a parfois du mal à dire non? Non. Vous êtes nombreux. Alors, vous vous rendez compte que c'est difficile et que parfois, quand vous dites non, ça a un effet néfaste sur la relation. Alors, comment s'y prendre? Et là, je crois que Gandhi peut nous apprendre quelque chose. Gandhi savait dire non sans être négatif. Lorsqu'il exigeait des Britanniques qu'ils quittent l'Inde, il disait un non positif. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un peu comme un sandwich. C'est un oui suivi d'un non, suivi d'un autre oui. Alors, un non positif commence par un oui. Oui, pour ce qui est de votre intérêt fondamental. Donc, pour Gandhi, c'était la liberté. Ensuite, il y a un non qui n'est pas destructeur, qui est empreint de respect et qui va plus loin, qui va jusqu'à une proposition constructive qui peut aider l'autre à trouver sa solution. Un exemple. Il y a quelque temps, dans un de mes cours à Harvard, j'avais un participant, un Français du nom de Jacques, qui est à la tête d'une des plus grandes sociétés fournisseurs de services Internet à Seattle. Et tout d'un coup, le marché s'est effondré. Beaucoup de nouvelles entreprises de start-up ont fait faillite. D'autres avaient d'énormes difficultés et ont dû licencier leurs employés. Il était donc dans une situation très difficile puisqu'il devait licencier 500 ingénieurs. Alors, habituellement, un chef d'entreprise, dans ce type de situation, appelle son directeur des ressources humaines et lui dit voilà, vas-y. Et le directeur, le chef des ressources humaines, se dit non, non, je vais simplement donner une lettre de licenciement que les gens trouveront sur leur bureau en arrivant. Chacun essaie d'éviter ces tâches, de se défiler de ces tâches difficiles. Mais Jacques a compris que ce n'est pas seulement le non, c'est comment on dit oui qui est aussi important. Donc il a voulu rencontrer chacun de ces 500 ingénieurs en personne pour leur expliquer à chacun pourquoi il était obligé de les licencier. Et il est parti d'un non positif, c'est-à-dire qu'il a commencé par un oui. Il faut sauver l'entreprise, il faut sauver le produit, il faut sauver le fruit de tous ces efforts. Et il n'y a plus d'argent. Donc je ne vais pas pouvoir vous payer, je ne peux pas vous garder. Je suis vraiment désolé, mais là c'est vraiment le non neutre. Et ensuite, suivi de qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux vous aider à trouver du travail, vous donner des références, peut-être vous aider à reprendre des études? Donc c'était un non positif. Oui, non, oui. Bon, un an plus tard, le marché a repris, les actions ont repris et tout le monde a essayé d'engager des ingénieurs. Et qui avait le choix? Jacques. Tout le monde était prêt à retourner travailler pour Jacques parce qu'il leur avait montré du respect. Et même les ingénieurs qu'il n'a pas pu réengager, eh bien, quand il les rencontre dans la rue, il le remercie de la manière dont il les a traités. Parce que le mot-clé ici, c'est le respect. C'est la concession la moins coûteuse que vous puissiez faire dans une négociation et elle est essentielle parce que la dignité de l'adversaire est cruciale.
Et ça nous amène donc au oui. Revenons à votre situation, pour repenser à votre situation. Et alors vous êtes peut-être là, dans votre position, la partie adverse est encore peut-être très loin. Alors encore une petite illustration, mais sans vous jouer deux tours. Simplement, levez les mains. Qu'est-ce que je fais là? Je le repousse. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il résiste. Est-ce que je lui ai demandé de résister? Non, il le fait instinctivement. Eh bien, c'est pareil dans une négociation. À la fin des négociations, on essaie de repousser l'autre. Et que va faire l'autre? Eh bien, il va faire le mouvement inverse, il va résister. Alors, à moins que l'un soit beaucoup plus fort que l'autre, nous sommes dans l'impasse. Et ça, merci encore une fois, Yvon. Et ça, on le constate sans arrêt. Alors, un bon négociateur fait justement l'inverse. Il attire plutôt que de repousser. Donc vous êtes là, avec votre position. L'autre est peut-être encore ici. Malgré tous les efforts faits jusqu'ici, l'écart est encore important. Alors vous dites, allez, viens ici, viens de mon côté. Mais si vous faites quelques pas dans sa direction, que vous mettez à sa place, vous vous rendez compte qu'il n'est pas facile pour l'autre de venir vers vous. Parce qu'il y a un canyon, il y a un gouffre entre vous, un gouffre rempli de doutes, d'angoisse, de crainte. Je vais avoir l'air, que vont dire les gens? Je vais avoir l'air d'un perdant, d'un loser, j'aurai tout perdu. Donc c'est difficile de traverser ce gouffre. En tant que négociateur, notre rôle est donc de passer au balcon, prendre un peu de recul et puis se mettre à la place de l'autre et reprendre la conversation à partir de sa place et lui construire, lui ouvrir une voie royale, lui faciliter le chemin, le rendre aussi simple, aussi attrayant que possible. Pensez-y un instant. Je vais vous donner un exemple. Steven Spielberg, le réalisateur, quand il avait 13 ans, il y avait un garçon de 15 ans dans sa classe, beaucoup plus fort que lui, qui lui tapait dessus, qui avait fait de sa vie un enfer. Ça a duré 1 an. Et puis au bout d'1 an, Spielberg s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de lui? Alors un jour, il va le voir et il lui dit, tu sais, je suis en train de faire un film. Il faisait déjà des petits films. Il dit, tu sais, je suis en train de faire un film sur les nazis. Je me demandais si tu acceptais d'être le héros de mon film. Alors l'autre lui rit au nez et puis quelques jours plus tard, il revient et lui dit, OK. Alors Spielberg lui donne un uniforme militaire, un fusil en plastique, fait son film et à partir de là, celui qui le tourmentait jusque-là était devenu son meilleur ami. Comment a-t-il opéré ce changement? Comment est-ce qu'il a pu lui offrir cette voie royale? Eh bien, il est monté au balcon, il a écouté, et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi est-ce qu'il me tourmente? Pourquoi est-ce que certains tourmentent les autres? Pour des raisons, pour avoir le pouvoir, l'attention, parce qu'ils sont envieux, jaloux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ses besoins? Eh bien, moi je fais des films, donc je vais lui offrir le rôle principal, le rôle du héros. Et il en a fait son meilleur ami.
Et ces personnages-là n'existent pas seulement dans les écoles, ils sont partout dans le monde. Et il faut voir quels sont les besoins psychologiques fondamentaux. Nous avons tous besoin d'attention, de pouvoir, de contrôle. Et comment est-ce que nous pouvons comprendre les besoins de l'autre pour l'amener vers nous? Voilà ce que j'entends par dire ouvrir une voie royale à l'adversaire. Et en Colombie, bon, pour revenir à l'exemple de la Colombie, il n'y avait pas eu de négociation depuis une dizaine d'années. Alors, que pouvait faire le gouvernement pour amener les FARC, la guérilla, à négocier? Si ça fait 50 ans que vous vous battez dans la jungle et qu'on vous demande de poser les armes, si vous l'acceptez, qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui se sont battus à vos côtés pendant toutes ces décennies? Vous allez leur dire, vous vous êtes battus pour rien pendant tout ce temps-là? Il faut pouvoir leur dire quelque chose. Alors, si vous y pensez bien, ils s'étaient battus pour la justice sociale, parce qu'il y avait des inégalités sociales énormes en Colombie. Donc nous avons commencé par parler de réforme de la propriété, de réforme pour qu'il fallait donner quelque chose aux FARC, donner aux FARC le sentiment qu'elles ne se rendaient pas, et qu'elles obtenaient quelque chose, qu'elles pouvaient continuer la lutte sur le plan politique, mais dans la démocratie, sans avoir renoncé. C'est cela la clé. Et voilà donc les 6 grands éléments de la négociation. D'abord, le balcon, ne pas perdre de vue l'enjeu réel, garder à l'esprit son batna, se mettre à la place de l'autre, l'entendre, recadrer le problème en posant les questions qui apportent des ouvertures, des solutions, penser à un nom, pouvoir donner un nom, mais un nom positif, empreint de respect, et ensuite donner une voie de sortie, une voie royale à l'autre. J'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient ces dernières années. C'est la région au monde que je préfère. Ça peut peut-être vous étonner. Mais c'est un endroit où je vais pour me détendre, où je vais pour aller marcher. Parce que quand vous allez marcher au Moyen-Orient, eh bien, vous ne trouvez pas ce à quoi vous vous attendez, c'est-à-dire un environnement hostile. Non, ce que vous trouvez, c'est une tradition d'hospitalité, une tradition très ancienne, une hospitalité qui veut que même les plus pauvres vous invitent chez eux pour vous offrir un verre de thé ou un café. Et pour moi, c'est un recadrage. C'est une façon de monter au balcon. Actuellement, tout le monde se préoccupe de la situation au Moyen-Orient et je ne crois pas avoir la réponse. Mais je crois que la première étape, c'est d'aller marcher. C'est-à-dire la raison pour laquelle je suis ici à Genève actuellement. C'est parce qu'il y a une réunion du conseil d'une organisation que j'ai co-fondée et des membres du conseil d'administration sont ici avec moi. Il s'agit d'un sentier qui s'inspire du sentier de Saint-Jacques de Compostelle, lequel passe ici le long du lac Léman à Genève. Mais je pense nous avons, nous, un sentier de l'hospitalité, d'un chemin de l'espoir, le chemin d'Abraham. C'est donc le chemin qui suit le chemin parcouru par cette personne qui est l'essence même de l'hospitalité et l'essence même du Moyen-Orient. C'est pour moi, ce chemin, c'est le symbole de l'espoir, de l'hospitalité. Et peu de régions au monde sont aussi hospitalières.
Et nous savons qu'énormément de choses nous séparent dans ce monde, nous divisent, mais ce que nous avons en commun et qui est beaucoup plus fort, c'est notre humanité commune. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur abrahampath.org. Le chemin existe en Palestine, en Cisjordanie. Vous pouvez aller dans différents endroits. Il y a actuellement également le sentier en Jordanie. Et il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller maintenant marcher en toute sécurité. Pour moi, c'est un véritable balcon qui nous permet d'avoir une perspective différente sur le monde, un endroit où nous pouvons entendre l'autre, recadrer nos perceptions et passer de l'hostilité à l'hospitalité. Et donc, une dernière anecdote tirée du Moyen-Orient. Donc, c'est une affaire d'héritage. Un homme à sa mort laisse dans son testament 17 chameaux à ses 3 garçons. Il en donne la moitié à l'aîné, au deuxième un tiers et au dernier un neuvième des chameaux. Alors, les 3 négocient, ce n'est pas facile parce que 17, ça ne se divise pas par 2, ni par 3, ni par 9. Donc, le ton monte et on pourrait même venir aux mains. Et finalement, ils se disent quelle est l'alternative, quelle est notre batna. Et ils sont allés consulter une femme, une vieille sage qui a longuement réfléchi au problème et qui dit finalement, je ne sais pas si je peux vous aider, mais j'ai un chameau. Je peux vous donner mon chameau si vous voulez. Alors ils ont dit, bon, bah d'accord. Et les voilà en possession de 18 chameaux. Alors le premier prend sa moitié, donc 9 chameaux. Le second prend son tiers, un tiers de 18, c'est 6. Et le dernier prend un neuvième, donc un neuvième de 18, c'est 2. Donc 9 plus 6, ça fait 15, plus 2, ça fait 17. Il reste un chameau qu'il rende à la vieille dame. Alors pensez-y un instant. Et nous négocions souvent dans des situations semblables à celles des 17 chameaux. Il ne semble pas y avoir de solution. Mais si nous, comme cette vieille femme, nous montons au balcon, nous réfléchissons à la situation et nous essayons de prendre une autre perspective, nous trouvons parfois le 18e chameau. Alors je vous souhaite beaucoup de succès dans vos négociations et j'espère que vous trouverez le 18e chameau. Well, you can ask, Alors vous pouvez poser des questions, si vous en avez, en anglais ou en français, au choix. Allez-y. Alors, l'interprète est désolé, mais ne peut pas interpréter les questions que nous n'entendons pas. Ah, voilà. Donc, je parlais donc des négociations interculturelles. Lorsque vous allez dans un pays où vous n'aviez jamais mis les pieds, comment vous préparez-vous? Oui, alors je répète. Comment se prépare-t-on? Comment est-ce que je me prépare lorsque je dois entrer dans des négociations interculturelles? Question importante parce que dans le monde actuel, tout le monde rencontre cette situation et surtout ici à Genève. Et justement, dans l'éducation moderne, il faut se préparer à travailler dans des cultures différentes. Alors, essayez d'apprendre un peu quelques mots de la langue, étudier l'histoire du pays, essayez de comprendre la psychologie. La culture, c'est un système de communication. Les différentes cultures sont comme les différentes langues. Et on a parfois l'impression que parce qu'on parle la même langue, on a la même culture. Ce n'est pas nécessairement vrai. Dans certaines cultures, par exemple,
les relations ou les liens familiaux sont extrêmement importants. Alors que dans mon pays, aux États-Unis, par exemple, non, on veut tout de suite passer à l'affaire, à la transaction, alors que dans d'autres pays, non, il faut d'abord prendre le thé, bavarder, créer, nouer des liens, un contexte social. Alors qu'aux États-Unis, une partie de l'Europe de l'Ouest, l'Australie, constitue cette culture minoritaire que l'on pourrait appeler une culture à faible contexte, où les communications sont très directes. Ce n'est pas le cas dans la majorité des cultures du monde. Alors, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de connaître et de comprendre sa culture. D'autres questions? Here, we'll give you a mic, please. Despite goodwill and these 6 enhancements. En dépit de toute la bonne volonté de ces 6 stratégies, il peut advenir qu'il y ait un échec des négociations, et qu'il peut arriver que les différends soient irréconciliables. Et bien entendu, cela donne lieu à de la frustration. Alors, qu'avez-vous appris de cela? Pouvez-vous nous dire pourquoi cela peut se produire? Réponse. Dans la négociation, même avec toutes ces méthodes, le succès n'est pas garanti. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé du deuxième principe, c'est-à-dire réfléchir à ce que vous allez faire si vous ne parvenez pas à un accord avec l'autre partie. Quelle est l'alternative? Quelle est l'autre solution? Si vous le pouvez, vous devez toujours avoir une solution de repli. Et la plupart des gens disent que les négociations internes sont plus difficiles que les négociations externes. Moi, je pense que c'est parce que dans les négociations externes, vous avez souvent une solution de repli. Vous n'allez pas acheter la voiture de tel concessionnaire, eh bien vous l'achèterez auprès d'un autre concessionnaire. Mais dans la famille, vous ne pouvez pas changer de parents ou changer d'enfant. Dans les entreprises, ce n'est pas si facile de pouvoir tout laisser tomber. C'est pour cela que c'est parfois beaucoup plus difficile. Lorsque j'ai débuté dans cette carrière, dans les années 70, lorsque j'ai commencé à étudier la négociation, lorsque l'on examinait la planète, le monde, les conflits, c'était vraiment très difficile. Il y avait la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis, certains disaient c'est absolument impossible à concilier. Le mur de Berlin est là pour durer des siècles. Personne ne pensait que cela puisse être autrement. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir me rendre à Moscou à plusieurs reprises à cette époque. Et j'ai assisté à quelque chose qui paraissait impossible. Par exemple, nous avons également travaillé en Afrique du Sud. Et puis tout le monde disait ce sera un véritable bain de sang pour toute notre vie et même les générations à venir. Et puis moi, je suis allée en Amérique du Sud et puis j'ai assisté à un changement très soudain. Et puis c'était le cas également en Afrique du Sud avec Nelson Mandela et de Klerk. Les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les églises, tout le monde a contribué à transformer une situation qui paraissait impossible à résoudre. Ici en Europe, nous avons travaillé en Irlande du Nord. Et tout le monde s'accordait à dire les catholiques et les protestants ne se mettront jamais d'accord. Cela remonte à l'époque de Calvin. Ils vont toujours se battre entre eux. Ils vont toujours être en conflit. Alors, j'ai pu constater que le conflit n'arrive pas forcément à terme. Et on pourrait même dire que le monde a plutôt besoin de davantage de conflits plutôt que de moins de conflits. Pourquoi? Eh bien parce que le conflit, c'est le mécanisme qui nous permet de résoudre les différends. Si l'on veut la justice, eh bien il faut qu'il y ait des conflits. La question n'est pas tant de savoir
comment se débarrasser des conflits, mais c'est plutôt de savoir gérer les conflits grâce au dialogue constructif. C'est ce que la Suisse fait depuis des centaines d'années. Ou sinon, nous risquons d'aboutir à la guerre civile, par exemple. Alors pour moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans de nombreuses situations de conflit. Moi, je me considère un peu comme le professeur Tournesol dans un laboratoire. Le laboratoire, c'est le monde et j'essaye de travailler dans des situations extrêmement difficiles. Alors, j'ai rencontré plus d'échecs que de réussites. Mais pour moi, ce ne sont pas des échecs. C'est un apprentissage. Nous sommes ici à l'université, nous apprenons. Et ce qui peut paraître être un échec, eh bien, c'est plutôt une opportunité, une occasion d'apprendre. Souvent, lorsque l'on parle de la négociation, on dit telle ou telle chose a échoué, là c'était un échec. Mais en fait, lorsqu'il y a un succès, une réussite dans la négociation, eh bien, l'on s'appuie sur les échecs du passé. S'il y a une réussite en Colombie, c'est parce que l'on a pu s'appuyer sur les tentatives précédentes. Si l'on peut parvenir à un accord au Moyen-Orient, c'est parce que l'on aura tiré parti des échecs précédents. Et moi, je vous parle en tant qu'anthropologue. Nous sommes en train de traverser une période d'apprentissage. Parfois, on apprend les choses dans l'adversité. Lorsque je suis arrivée ici en Suisse, il y avait toujours cette notion de Seconde Guerre mondiale lorsque l'on se rendait en France, par exemple. Les deux grandes guerres qui ont épargné la Suisse, et heureusement, cela a été un processus d'apprentissage pour la population européenne. Mais ce que l'on a pu apprendre, c'est que la guerre, cela ne fonctionne pas, cela ne sert à rien. Et c'est ainsi que l'on a pu construire l'Union européenne, puisque la prospérité, cela permet de parvenir à la réussite. Ce que nous avons en Europe aujourd'hui, c'était juste inimaginable en 1945 sur les ruines de Londres ou de Berlin. Et cela ne fait qu'une ou deux générations de cela. Alors imaginez simplement ce par quoi doit passer le monde à une sorte de laboratoire pour apprendre à éviter la guerre suivante. Alors, moi, j'aime les situations d'échec. J'ai travaillé en Tchétchénie, en Yougoslavie. J'ai traversé toutes sortes de conflits où l'on peut savoir que dans bon nombre de ces situations, lorsque certains pensaient que c'était impossible, au bout du compte, grâce à la patience, grâce à la persévérance, grâce à la négociation, cela finit par être possible. C'est pourquoi je ne renonce jamais à l'espoir. Yes, please. Hello, Mr. Uri. Thank you for the talk tonight. Merci pour cet exposé, Monsieur Uri, plein d'inspiration. Au cours des 3 dernières décennies pendant lesquelles vous avez négocié, notamment en ce qui concerne les négociations commerciales, est-ce que vous pensez que ceux qui négocient ont davantage recours au BATNA aujourd'hui qu'auparavant? Donc, c'est-à-dire ne plus dire nous n'avons pas le temps de négocier, mais nous allons essayer de trouver une autre solution. Réponse. Voilà qui est très intéressant. Si vous réfléchissez à l'objectif de la négociation, à quoi sert la négociation? Eh bien, souvent, lorsque l'on se pose cette question, la réponse c'est pour parvenir à un accord. Mais moi, je ne suis pas certain que ce soit bien le cas. Pour moi, l'objectif de la négociation, c'est de satisfaire ses propres intérêts. C'est en fait un moyen permettant de parvenir à une fin, c'est-à-dire quels sont vos intérêts à satisfaire, quelles sont vos préoccupations. Et cela vous permettra de le faire plutôt que d'avoir recours au BATNA. Donc il est toujours important de savoir où est votre BATNA. C'est en fait votre référence. Pour moi, une négociation réussie, ce serait qu'un acheteur et un vendeur se réunissent et que l'acheteur dise « moi, je pourrais m'en tirer à meilleur compte avec quelqu'un d'autre ». L'autre dit la même chose, ils se serrent la main et disent « voilà, nous ferons affaire une prochaine fois ». Pour moi, ça, c'est réussi, puisque la réussite, c'est de faire progresser vos intérêts et déterminer si nous pouvons faire mieux ensemble qu'avec l'autre solution. Prenons l'exemple de l'Internet.
En fait, il y a toutes sortes de possibilités que nous n'avions pas auparavant. Un ami me disait qu'il avait acheté une voiture ici, en Suisse, et qu'il l'avait achetée sur Internet parce qu'il avait plusieurs solutions. Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, c'est une façon de multiplier les autres solutions, ce qui permet d'avoir une négociation plus juste qu'avec un système hiérarchique. Alors, je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir des BATNA. Et à l'heure actuelle, il est plus facile de trouver d'autres solutions. L'essentiel, c'est de savoir si vous pouvez faire progresser les relations de façon respectueuse. Est-ce que vous ouvrez la porte pour l'avenir? Est-ce que vous laissez la porte ouverte? Ce n'est pas toujours parvenir à un accord que d'avoir une négociation réussie. Une question d'une dame. Please. Oui, a mic, yeah. Microphone. My question. Ma question est celle-ci. Que pensez-vous des différences? Est-ce que si les deux parties ne sont pas d'un pouvoir égal dans une négociation, par exemple, on parle beaucoup du conflit entre Israël et la Palestine et on dit souvent qu'Israël est plus puissant, donc il n'a aucune raison véritable de négocier. Est-ce que vous pensez que cela peut aussi jouer dans des négociations? Oui. Et c'est pourquoi j'estime que pour que la négociation soit équitable, vous devez vous poser cette question de votre solution de rechange. Et c'est là que le monde entier a un rôle à jouer. En tant que troisième partie à la négociation, nous pouvons essayer d'équilibrer le pouvoir des parties en négociation. En démocratie, vous avez la règle du droit, par exemple, la primauté du droit dans un pays qui signifie non pas que tout le monde va recourir aux tribunaux, mais que cela donne davantage d'égalité dans les négociations. Et c'est ça une des grandes difficultés pour moi dans le monde, c'est de voir comment la puissance, le pouvoir peut être utilisé de manière constructive plutôt que destructive pour amener les gens à négocier sur un pied plus égal. Prenez Gandhi comme exemple. Il a utilisé la non-violence. Il n'avait pas un seul soldat, mais il a utilisé la non-violence pour arriver à une position d'égalité face aux Britanniques pour pouvoir négocier d'égal à égal. On le constate aussi en Europe de plus en plus et partout. Il faut donc trouver des formes non violentes, constructives, pour augmenter son pouvoir, pour avoir des négociations plus équitables, plus égales. Alors, au vu de l'heure, plus qu'une question, madame, au milieu. Parfois, au travail, je fais des recherches sur mon client et je lui prépare une proposition qui me semble être vraiment solide et intéressante pour lui. Et puis, je suis étonnée du manque de réaction, il n'y a pas de réponse, vraiment. Avec mon produit, avec ce que je leur offre, j'ai l'impression de leur apporter des solutions. Et pourtant, parfois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment les amener à changer leur façon de voir. Il faut vraiment faire un travail pour les convaincre que ce que j'ai à leur offrir peut être intéressant. Et c'est difficile de les amener à changer leurs habitudes. Est-ce que vous avez des idées là-dessus?
Oui, c'est difficile, bien sûr. J'espère ne pas vous avoir donné l'impression que négocier, c'est facile, parce que ça n'est pas facile. C'est même, ça peut être très difficile. Et là, on avait un exemple classique des difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, vous dites que vous leur faites une proposition qui est avantageuse pour eux, plus intéressante que le statu quo. Pour eux, le BATNA, c'est le statu quo. Et vous avez le sentiment de leur faire une offre nettement supérieure. Alors, passez au balcon un moment et dites-vous pourquoi est-ce qu'ils tiennent tant au statu quo. Souvent, c'est presque instinctif de résister à toute idée de changement. Mais en fait, ce qui les motive, c'est probablement la peur. Le statu quo, c'est connu, donc ça sécurise. Cette nouvelle proposition, je ne la connais pas. Elle est incertaine. Et c'est là la grande difficulté, c'est de surmonter la peur, de susciter, de créer la confiance. Et dans ce type de situation, on peut, par exemple, dire « Je vous propose un essai gratuit ». Pour essayer de leur faciliter la transition. Leur dire, ben voilà, peut-être un modèle prototype ou pilote. Vous pouvez essayer sans engagement. Ça les intéressera peut-être davantage parce que je crois que établir la confiance, c'est essentiel. En Colombie, par exemple, il y a tellement de méfiance. Au Moyen-Orient, tant de méfiance. Au Myanmar, où je vais me rendre la semaine prochaine, tellement de méfiance. Et c'est cela la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de surmonter cette méfiance, rétablir la confiance, surmonter ces craintes, ces peurs naturelles qu'ont les gens lorsqu'il faut passer à quelque chose de nouveau, d'inconnu. Merci William pour ces réflexions et ces idées extrêmement intéressantes et utiles. Et si vous me permettez, j'aimerais encore vous souhaiter beaucoup de succès dans vos négociations et terminer sur une anecdote qui répond à beaucoup de vos questions. Une anecdote qui remonte à la guerre civile américaine, une guerre terrible qui a fait plus de victimes aux États-Unis que toutes les autres guerres. C'était une guerre fratricide. Et à la fin de cette guerre, la guerre de sécession, le président Abraham Lincoln s'est dit « Oui, la victoire est à nous, mais comment réunifier le pays? Comment effacer, guérir les blessures, les traumatismes ?» Il a fait un discours à la Maison-Blanche et il a parlé avec beaucoup d'empathie de la souffrance des États du Sud. Et un patriote dans la salle lui a dit « Mais enfin, Monsieur le Président, comment pouvez-vous parler avec tant de compassion de notre ennemi alors que vous devriez avoir en tête que de le détruire ?» Alors Lincoln est allé au balcon, il a réfléchi. Et il a dit « Madame, est-ce qu'en faisant de mon ennemi un ami, est-ce que je ne l'ai pas détruit ? Est-ce que je n'ai pas... » Et c'est cela qu'il faut détruire la notion d'adversaire et pour passer à une relation de partenaire. Merci. Since Beachism and the university are heavily engaged in Alors, comme nous sommes très engagés dans la responsabilité sociale, nous espérons qu'avec ces pratiques de médiation et de négociation que nous avons apprises aujourd'hui, nous saurons créer un monde meilleur pour demain. Je remercie Beachism, la Tribune de Genève, l'Université de Genève qui ont rendu possible cette soirée. Et enfin, j'aimerais remercier tous ceux qui ont
contribué à son organisation, en particulier Caroline Melliott Bitchesam, le département des communications de l'université, et Ivan Sugar, qui a joué son rôle de grand acteur et qui est membre du conseil de l'initiative du chemin d'Abraham. Et merci à tous d'être venus. Merci encore une fois, William, et tous nos meilleurs vœux et bonne soirée à tous.